Merci, Monsieur le Président. C'est évidemment un sujet très important et tout à fait légitime qui est les questions que nous venons d'entendre, et le moment présent est tout à fait adapté pour pouvoir apporter les précisions qui, j'espère, non seulement rassureront tout le monde, mais je pense peuvent même enthousiasmer quant aux perspectives qu'elles permettent d'envisager sur une plus grande proximité vis-à-vis du territoire. D'abord, premier élément, la situation que nous avons trouvée est une situation totalement hybride, pour ne pas utiliser un adjectif plus désagréable. Une situation d'entre-deux. Puisqu'il y a eu la création des nouvelles régions, sans qu'il y ait pour autant une évolution de l'éducation nationale, ce qui, comme l'a dit Madame la rapporteure, positionne l'éducation nationale en situation bancale. C'est pourquoi nous n'avons pas pris des décisions trop rapides. Nous avons voulu donner un temps d'étude et de concertation. Et vous le savez, un rapport mené par l'ancien recteur Veil, aujourd'hui conseiller d'État, et qui a bien connu cette réforme régionale, puisqu'il était recteur pendant le précédent quinquennat de Paris, avec d'autres personnalités. Ils ont sillonné la France et émis un certain nombre de préconisations. C'est à la lumière de ces préconisations que nous avons travaillé, que nous avons commencé à émettre des hypothèses, et que d'ailleurs j'ai moi-même, en me déplaçant beaucoup en France tout au long des derniers mois, beaucoup écouté les différentes questions, les différentes inquiétudes qu'il y avait. Je suis aussi sensible que chacune des personnes qui viennent de s'exprimer, et que chacun d'entre vous, à la question de la proximité de l'éducation nationale avec le territoire. Ce n'est pas un sujet que je prends à la légère. Je suis très authentiquement et de manière très volontariste en action pour que l'éducation nationale soit au plus près du territoire. C'est un enjeu majeur. L'éducation nationale est le premier des services publics à plus d'un titre, et notamment par son maillage du territoire, ses écoles, ses collèges, ses lycées et ses implantations administratives. C'est pourquoi, avant même de rentrer dans le détail sur l'esprit de découpage que nous avons à l'esprit, il est important de dire que l'une des deux dimensions de cette réforme, c'est une dimension de renforcement de la proximité, notamment par la départementalisation, autrement dit plus de pouvoir aux directeurs départementaux de l'éducation nationale, les DAZEN, et, comme l'a dit Madame la rapporteure, une nouvelle échelle infrarégionale renforcée. Je pense aujourd'hui à ce qu'est l'échelle des circonscriptions du premier degré, ou ce que peuvent être l'échelle de réseau d'établissements. C'est à ces échelles-là, l'échelle qui correspond un peu circonscription, un canton, vous prenez les expressions que vous voulez, mais à cette échelle-là, comme d'ailleurs ça peut se passer dans certains pays, que l'on peut avoir une vision plus humaine, plus près des réalités, pour prendre un certain nombre de décisions. C'est particulièrement vrai en matière de gestion des ressources humaines. Et je le dis en présence de la secrétaire générale du ministère. Vous avez eu hier le directeur général des ressources humaines, aujourd'hui vous avez la secrétaire générale du ministère, après avoir eu le DGESCO précédemment, donc vous avez aussi en chair et en os les responsables de la mise en œuvre de ces réformes. Cette proximité, ne l'oublions pas dans tout ce qu'on va se dire sur le deuxième point, c'est-à-dire la dimension régionale de l'éducation nationale. Parce qu'en réalité, c'est le point le plus important. C'est ce qui fait que dans les temps à venir, la gestion des ressources humaines permettra d'avoir une carrière plus personnalisée pour tous les personnels de l'éducation nationale. C'est ce qui fait que les décisions d'implantation de postes, les décisions d'évolution des spécialités, etc., pourront se prendre au plus près du terrain plutôt que de façon éloignée. Donc il y a une sorte de principe de subsidiarité du ministère de l'Éducation nationale que l'on va trouver à l'œuvre avec des décisions au plus près du terrain chaque fois que cette échelle est la plus pertinente. Et puis il y a une deuxième dimension qui est évidemment celle qui attire souvent l'attention, et on peut le comprendre, qui est celle de savoir s'il va y avoir une fusion des rectorats, comme le préconisait le rapport, en un grand rectorat académique à chaque fois. Et encore une fois, c'était une préconisation du rapport, et j'ai pris la décision de ne pas faire cela. Donc il faut que ce soit très clair, et ce n'était pas, je le dis aussi très franchement, ce n'était pas ma première inclination, c'est en vous écoutant les uns et les autres, en allant sur le terrain, en regardant les choses, que j'ai pensé que ça n'était... Et quand je dis je, c'est nous, puisque tout ça est un processus très itératif, mais en tout cas c'est en écoutant que nous sommes arrivés à la solution que nous allons maintenant mettre en œuvre, qui est une solution qui maintient tous les rectorats, et donc tous les recteurs en France. Tout simplement parce que nous avons besoin de ce haut encadrement. Je reprends les arguments qui ont été dits, auxquels je souscris. Nous avons besoin de ce haut encadrement. J'ai eu l'occasion de le dire d'ailleurs à Limoges il y a quelques jours, où vous exerçâtes, monsieur le député, et où j'ai bien vu que ça rassurait considérablement. Mais vous êtes sensible aussi au cas de Strasbourg. Monsieur le député Rice vient de le rappeler. C'est pareil. J'ai bien compris les attentes.
elles sont non seulement, je crois, satisfaites avec ce que nous envisageons, mais même, je dirais, renforcées, puisque tout le travail que nous menons en, en parallèle au titre de la naissance de la collectivité d'Alsace vont faire que on va justement voir ce que c'est que cette gestion au plus près du terrain, avec par exemple une politique des langues qui peut se positionner dans l'Académie de Strasbourg de manière particulièrement aiguë. Et ce, avec un impact peut-être à l'échelle de la grande région, peut-être à l'échelle de la France, par exemple la renaissance de l'enseignement de l'allemand en France. Toutes ces échelles, tout ce principe de subsidiarité va nous permettre une beaucoup plus grande efficacité dans les années à venir, parce qu'on traitera à la bonne échelle le bon sujet. J'ajoute, et je n'irai pas trop loin dans mes affirmations maintenant, parce que c'est à la ministre de l'Enseignement supérieur de le faire avec moi, Frédérique Vidal, mais bien entendu, nous sommes sur ce sujet comme sur les autres, la main dans la main pour avancer, que cette réforme s'accompagnera de la création de postes de vice-chancelier. Donc non seulement, et ces vice-chanceliers permettront d'avoir une vision déconcentrée de l'enseignement supérieur au plus près du territoire. Il va donc y avoir plus de haut encadrement au plus près du territoire que ça n'était le cas jusqu'à présent. C'est donc un plus. Enfin, il est exact, comme l'a dit Madame la rapporteure, qu'on doit avoir un recteur académique, autrement dit un recteur de région académique, pardon, c'est-à-dire, comme cela d'ailleurs a été déjà préfiguré dans la précédente étape, c'est-à-dire une capitale une capitale de l'éducation nationale au sein de la région. Cette capitale n'est pas forcément la capitale de région, ce qui permet parfois des effets de compensation. Par exemple, aujourd'hui, la capitale de Bourgogne-Franche-Comté, c'est Dijon. La capitale de l'éducation nationale en Bourgogne-Franche-Comté, c'est Besançon. Et ça le restera. Donc, mais en tout cas, il y a une capitale. Autrement dit, vous avez une interlocution naturelle entre le président de région en particulier et le recteur de région académique. Mais les services à l'intérieur d'un rectorat, chaque fois que ce sera pertinent, pourront avoir une échelle régionale, mais ne seront pas forcément positionnés dans le rectorat chef-lieu. Autrement dit, quand vous avez par exemple les services d'orientation, il est évident que l'orientation, comme c'est aussi une compétence régionale, il est important d'avoir une vision à l'échelle régionale de l'orientation. C'est donc un progrès que d'avoir cela à l'échelle régionale. Ce n'est pas forcément dans l'académie chef-lieu que, dans l'exemple que je viens de citer, par exemple, on peut très bien avoir le responsable de l'orientation, le XAIO, comme on l'appelle à l'éducation nationale, il peut être physiquement positionné à Dijon, même si le recteur de région est à Besançon. Et c'est donc là aussi un gage d'efficacité, puisque ce XAIO parlera très fréquemment avec ses interlocuteurs régionaux. Il y aura toujours des personnels d'orientation et à Besançon et à Dijon. Simplement, ils auront une unité de vue sur les enjeux d'orientation dans la région, ce qui n'est évidemment pas absurde, vu les enjeux d'insertion, d'économie économique, etc. Donc vous le voyez avec les exemples que je le donne, il y a un principe de subsidiarité qui va de l'établissement à la circonscription, au département, à la région académique, et enfin à l'État. Cette situation me paraît beaucoup plus pertinente et efficace que tout ce que l'on a pu connaître précédemment. Dans une maison d'1 million de personnes, nous n'avons pas trop d'échelle à l'éducation nationale, sinon vous avez des organigrammes en râteau très rapidement. Nous avons besoin encore une fois, cette vision de l'ensemble de nos fonctionnalités aux échelles adéquates. Et bien entendu, ceci nécessite de rentrer encore dans toute une série de précisions techniques qui feront d'ailleurs encore l'objet de discussions, mais les rectorats ont travaillé depuis plusieurs mois sur des hypothèses et notamment dans le cadre de discussions entre les recteurs et les élus. Et écoute, il y a eu, puisque encore une fois, je le dis de manière très transparente, nous étions partis d'une hypothèse et nous avons très largement fait évoluer cette hypothèse pour tenir compte des remarques et des analyses tout à fait entendables. Et c'est sur un tel sujet, je dirais la même chose que sur la ruralité. Il n'y a pas d'un côté des élus locaux qui seraient partisans du territoire, et puis de l'autre un État qui serait aveugle. Ça n'est absolument pas ça. Je me sens exactement dans le même bateau que vous. J'ai la même passion que vous pour que la France ne se déterritorialise pas, qu'il n'y ait pas des déserts de services publics. C'est un objectif absolument fondamental, et je ferai tout ce que je peux pour que le service public de l'éducation nationale soit équitablement réparti sur l'ensemble du territoire. Donc il n'y a pas d'opposition ni sur les principes ni sur les valeurs entre nous sur ces enjeux.
Merci, Monsieur Hetzel et Madame Victory. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces éléments qui ne me rassurent pas complètement. Du coup, je ferai juste une remarque et je vous poserai une question. La remarque, c'est la suivante. Regardez aujourd'hui comment les choses se sont passées pour le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, il y a des sous-préfets, des préfets et un préfet de région. Que pèsent aujourd'hui les sous-préfets et les préfets par rapport à ces préfets de région? Typiquement, aujourd'hui, tout est reconcentré chez les préfets de région et c'est un vrai problème. Donc, je vous alerte sur ce point-là. La question que je voudrais vous poser, vous le savez, le diable va se nicher dans les détails. L'un des pouvoirs importants, c'est l'allocation des moyens et des ressources. Bon. Aujourd'hui, les recteurs et les 30 recteurs de notre territoire, il y a un responsable de programme, DGESCO en l'occurrence, responsable du programme 140, premier degré, responsable du programme 141, second degré. Bien. En dessous, vous avez des responsables de budget opérationnel. Et puis, donc, les fameux RBOP. Et puis ensuite, vous avez les responsables d'unités opérationnelles. Est-ce que budgétairement, le recteur, enfin les recteurs, les 30 recteurs, seront à l'avenir RBOP ou est-ce qu'ils vont perdre ce pouvoir-là? Ça, c'est stratégique et extrêmement important. Merci, Monsieur Hetzel, Madame Victory. Oui, merci pour ces précisions. Alors, il nous semble pouvoir comprendre qu'on ne parlera pas vraiment de fusion académique, et c'est bien. Moi, je voulais aussi parler de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est quand même la deuxième région de France, avec plus de 7 millions d'habitants. Et vous pouvez imaginer qu'entre Annecy et Aurillac, on ne vit pas quand même exactement sur le même territoire. Donc, il reste quand même des inquiétudes. Et j'avais deux questions. Il avait été question à un moment de pôles de compétences qui seraient dispatchés selon les différents lieux. Donc, je voulais savoir si c'était encore à l'ordre du jour. Il me semble d'autre part que si on veut parler de démocratie et de dialogue, il semblerait important que les personnels soient organisés, soient associés à la structuration de cette organisation qui est un peu nouvelle. Donc je voulais savoir comment est-ce que vous avez prévu cette concertation avec les personnels, parce qu'il me semble que c'est vraiment important. Ils savent comment les choses fonctionnent, c'est leur travail, et il me semble qu'ils ont des choses importantes à dire. Alors une toute dernière chose, à ce moment-là, que viennent faire les ordonnances dans ce dispositif? Merci, Madame Victory. Monsieur le Ministre, je vous rends la parole. Oui, c'est rationnel de répondre d'abord à la deuxième question pour répondre à la première, parce qu'au fond, les choses se seront déroulées en 3 temps. Vous avez d'abord eu le temps du rapport Veil du GRIP, le rapport Veil du GRIP auquel je faisais référence tout à l'heure, qui a déjà été un temps de consultation important, puisqu'ils sont déplacés dans toute la France pour regarder un petit peu les conséquences de la réforme régionale sur l'organisation de l'éducation nationale. Il aurait été plus simple et plus facile pour nous, sur ce sujet comme sur d'autres, de faire comme si de rien n'était et de continuer avec des structures inadéquates dans la situation actuelle. Évidemment, le réformisme présente toujours plus d'inconvénients que l'immobilisme pour celui qui le fait. Et pour l'opposition, ça crée des angles plus fréquents et sans doute cela nourrit la démocratie. Mais le fait est que ce travail a été accompli et a donné lieu à un rapport que tout un chacun peut consulter et qui permet d'avoir un peu les bases rationnelles de ce que nous sommes en train de faire. Il y a eu un deuxième temps auquel j'ai fait référence et qui vient de se terminer et qui est celui où pendant plusieurs mois, nous avons fait 2 choses. D'une part, écouter les différents interlocuteurs de terrain. Je l'ai fait moi-même dans mes déplacements dans toutes les régions de France. J'ai beaucoup écouté les présidents de région, mais aussi l'ensemble des interlocuteurs et la représentation nationale. Et puis, vous avez eu un travail des recteurs qui ont reçu une lettre de mission au mois de septembre dernier pour travailler jusqu'au mois de janvier sur des hypothèses de réorganisation de leur rectorat. Ce qu'ils ont fait et qui ont permis de faire en bonne partie, mais peut-être pas totalement, ce que vous demandez, Madame Vittori, c'est-à-dire la possibilité de discuter avec les parties prenantes, notamment des administrations des académies, pour discuter des meilleures organisations. Si vous prenez le cas de l'informatique, par exemple, dans une académie, il est évident que l'effet de masse critique que vous créez en ayant 2 ou 3 rectorats ensemble sur le plan informatique peut être très positif, sans pour autant fusionner les rectorats, mais tout simplement en ayant un effet de masse critique et une technicité meilleure grâce à cela. Ce travail donc, a été fait au cas par cas dans chacun des rectorats. Et maintenant, nous arrivons dans un 3e temps. Celui couvre l'habilitation que nous vous demandons de nous accorder, puisque cela va permettre maintenant au rectorat de travailler de manière encore plus précise sur les fonctions qui restent
à l'échelle de chaque rectorat, et puis celles qu'ils souhaitent mutualiser, et dont la mutualisation pourra se centrer dans tel lieu ou dans tel autre, selon justement des décisions rationnelles. Il est par exemple assez rationnel que le XAIO dont je parlais tout à l'heure soit dans la capitale de la région, de la région capitale, de la capitale de la région, pardon. Mais là, en revanche, d'autres services peuvent être tout à fait ailleurs. Ce travail, lui aussi, va permettre de nourrir la réflexion sur la réponse à apporter à la question du député Hetzel, c'est-à-dire la question des RBOP. Il a dit les fameux RBOP, je ne sais pas s'ils sont si fameux que ça, mais en tout cas, il est exact que les décisions que l'on prendra en la matière sont importantes, puisqu'elles définiront une responsabilité budgétaire. Ceci étant, ce que l'on fait naître aussi au travers de cette réforme, quel que soit le visage des RBOP, si j'ose dire, c'est le fait qu'on va créer du travail d'équipe. C'est que de toutes les façons, dans des régions à 2 ou 3 académies, puisque les régions ont soit 1, soit 2, soit 3 académies, c'est le travail à 2 ou à 3, un travail collaboratif beaucoup plus poussé que précédemment qui va naître, et c'est évidemment là aussi quelque chose de très positif. Merci beaucoup. Je mets donc aux voix ces amendements ayant reçu un avis défavorable de Mme la rapporteure. Le 396 de M. Hetzel, Pardon, excusez-moi, vous avez raison, Madame Essaillon, allez-y, avant de voter. Allez-y. Il me semble important quand même de savoir que le modem était